Salut tout le monde. Ce soir, nous glissons doucement dans une chaumière médiévale, quelque part en Europe, au cœur de l'hiver. Il est tard, le vent souffle comme si les loups discutaient juste dehors, et vous sentez déjà quelque chose que votre chauffage moderne vous a fait oublier. Le froid, le vrai, celui qui passe à travers les murs, les vêtements et même vos illusions de confort. Vous êtes là, dans une pièce unique, à peine éclairée par une braise rougeoyante, et vous vous dites calmement, vous ne survivrez probablement pas à ça. Je le dis avec amour, évidemment. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi aussi en commentaire d'où vous écoutez, et surtout, quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Le sol est froid sous vos pieds, froid au point de vous donner envie de retourner instantanément sous les couvertures, si vous en aviez. Au Moyen Âge, la plupart des paysans n'avaient aucun drap grossier, éventuellement doublé avec de la toile rêche ou un peu de laine si la fortune et la chance avaient brièvement décidé de collaborer. Vous êtes entouré de murs entorchis, un mélange de terre, de paille et parfois d'un peu de fumier. Oui, d'accord, ce n'est pas très glamour, mais au moins c'est isolant. Enfin, en théorie, vous tirez la petite porte de bois, bancale, avec ses interstices qui laissent passer généreusement les courants d'air. Vous savez, à l'époque, les joints silicone n'existaient pas. On bouchait les trous avec de la mousse, des chiffons ou, soyons honnêtes, on disait « bah, tant pis » et on grelottait. La nuit médiévale n'a aucune pitié. Vous traînez vos pas près du foyer. Pas de cheminée sophistiquée, juste un foyer ouvert au centre, avec la fumée qui choisit soit de s'échapper par un trou dans le toit, soit de rester pour parfumer votre tunique façon barbecue moyenâgeux. Vous tendez vos mains vers la braise. Elle est maigre, elle crépite doucement comme une vieille personne qui commente tout ce que vous faites. Ah, encore en train de se réchauffer, hein? À ton époque, on savait endurer. Le bois est rare, très rare. Ici, chaque bûche représente du travail, de la puissance sociale, de l'accès aux ressources forestières contrôlées par le Seigneur. Couper du bois sans autorisation? Mauvaise idée? Très mauvaise. On ne parle pas de punition dramatique, mais disons que votre réputation pourrait en prendre un coup, et vos doigts aussi, si l'officier local manque de sens de l'humour. Pour l'instant, votre feu n'est pas pour le confort, il est pour la survie. C'est l'équivalent médiéval de mettre son téléphone en mode économie d'énergie et espérer tenir jusqu'au matin. Vous soufflez dessus, doucement. Une petite flamme se réveille. Vous sentez la chaleur sur votre visage, un soulagement presque sacré. Et derrière vous, quelqu'un tousse, probablement un membre de votre famille, empilé avec les autres dans cette pièce unique. Le concept d'intimité, un mythe, tout comme les chaussettes sèches en hiver. Vous sentez vos doigts devenir moins rigides, comme s'ils faisaient une pause dans leur audition pour devenir glaçons. Dans un coin, un pot d'eau a gelé. Oui, à l'intérieur. C'est ça, la beauté de l'hiver médiéval. Parfois, la nature vient littéralement dormir dans votre maison. On raconte qu'en Normandie, lors d'hivers particulièrement rudes, des familles faisaient chauffer des pierres à l'extérieur et les ramenaient à l'intérieur sous forme de mini-radiateurs primaires. Mais vous, ce soir, vous n'avez pas encore cette chance. Patience, on y arrive plus tard. À travers les planches, un courant d'air se faufile et caresse vos chevilles, glacé et sournois comme un chat médiéval qui réclame de l'attention en vous jugeant. Vous frissonnez. Petite anecdote authentique. Certains paysans bourrettent les trous du sol avec des touffes de laine récupérées sur les buissons où les moutons s'accrochaient en passant. L'invention du recyclage, avant l'heure, et sans slogan marketing. Dehors, vous entendez peut-être le cri d'un hibou ou le craquement d'une branche. Dans le silence glacé du Moyen Âge, tout bruit faisait travailler l'imagination. Était-ce le vent? Un voisin? Une créature mythique médiévale spécialisée dans le vol de chaussettes uniques?
Bon, peut-être pas. Mais avouez que l'idée collerait bien. Vous vous blottissez un peu plus. Vous sentez votre respiration se condenser devant vous, petit nuage de vapeur fragile. Vous pensez soudain à vos radiateurs modernes, vos couvertures polaires, votre plaid préféré, celui avec des motifs ridiculement cosy. Et là, une petite voix intérieure glousse. Vous ne survivrez probablement pas à ça. Vous vous accroupissez, les genoux proches du feu, parce que c'est la seule source de chaleur stable ici. Et au passage, vous remarquez que votre vêtement sent légèrement la suie. Et le fromage? Ah oui, vous avez passé la journée avec les animaux, évidemment. Bienvenue dans la vie rurale médiévale où lessive et shampoing étaient des luxes saisonniers. Vous inspirez l'air chaud du foyer, vous expirez le froid de la pièce. La lumière est douce, les ombres dansent. Malgré la rudesse, quelque chose de tranquillement hypnotique vous gagne. Le froid devient un compagnon silencieux, comme un chat malicieux mais opiniâtre. Et au fil de cette première nuit imaginaire, enveloppée dans la obscurité médiévale, vous commencez à comprendre. Survivre ici n'est pas seulement une question de chaleur, c'est une question d'habitude, de patience et de bonne dose d'autodérision. Et demain, ou plutôt dans la prochaine section, vous découvrirez comment vous transformer en burrito médiéval grâce à des peaux de bête et un sens de l'improvisation digne des meilleurs bricoleurs modernes. Spoiler alert, ça ne gratte pas, ça arrache. Vous rouvrez lentement les yeux, pas qu'ils se soient vraiment fermés, parce qu'avouons-le, dormir ici relève un peu de l'exploit. Et vous vous dites que si le feu n'est pas suffisant pour survivre à cette nuit glaciale, il va falloir passer au niveau supérieur, devenir un vrai burrito médiéval. Et pas le burrito moderne bien garni, non. Un burrito laineux, rustique, avec une touche d'odeur animale naturelle, très naturelle. Disons que votre parfum du soir s'appelle eau de mouton qui a vécu. Vous attrapez la première peau que vous trouvez. Rien de délicat, rien de moelleux, rien de « oh, quelle belle fourrure soyeuse ». Non. C'est épais, ça pique et on sent encore vaguement que l'occupant précédent avait des opinions tranchées sur l'hygiène. Les paysans médiévaux utilisaient ce qu'ils avaient, et ce qu'ils avaient, c'était des peaux de bêtes tannées de façon artisanale. Très artisanale. Parfois, on n'était même pas sûr que le tannage était fini. Mais bon, ça tient chaud, et c'est tout ce qui compte. Vous vous enroulez dedans. Les fibres rêches vous caressent la peau comme du papier de verre ayant fait une école de massage. Vous essayez de vous convaincre que c'est douillet? C'est douillet. Oui, tout à fait. Très spa nordique, version brute. Les chaussettes? Ah, les chaussettes. Pas de coton égyptien, pas de laine mérinos. Vous glissez vos pieds dans de grossières chaussettes en feutre, faites de laine pressée, parfois même foulonnée à l'urine. Oui, vous avez bien entendu. Désolé pour l'image mentale, mais vous avez signé pour l'immersion. Et puis, ça fait partie du charme. Chaque petit pas dans ces chaussons moyens âgeux est une expérience olfactive. Mais, ça garde vos orteils au chaud, et c'est tout ce qui importe, non? On peut déjà féliciter vos ancêtres. Ils ont inventé le concept du cosy moche bien avant Instagram. Au Moyen Âge, les gens portaient parfois jusqu'à 3 couches de vêtements en hiver, y compris sous-vêtements, chemises de lin, tuniques de laine et parfois même un manteau intérieur. L'objectif n'était pas d'être élégant, mais de ressembler à un oignon. Et un oignon échauffé, c'est formidable. Un oignon transi de froid. Moins. Vous tirez une seconde peau par-dessus les épaules. Celle-ci est davantage décorée de ce qu'on appellera pudiquement « souvenir de bête ». Vous vous dites que ce n'est pas si terrible. Après tout, vous avez peut-être déjà porté un pull en laine qui vous démangeait, non? Bon, multipliez ça par 10, retirez le confort moderne, ajoutez une pincée d'humidité ambiante et vous y êtes. Vous serrez votre manteau contre vous, vous vous blottissez dans un coin à l'abri du courant d'air et vous sentez la chaleur corporelle progressivement revenir. Non pas qu'il fasse chaud,
disons plutôt qu'il fait moins mortel. Vous commencez à comprendre, ici, la vraie richesse n'est pas l'or, ni les épices, ni même le pain frais, c'est la laine. La laine, c'est la vie. La laine, c'est votre meilleur ami. La laine, c'est un peu irritante, mais on pardonne. On raconte d'ailleurs que, parfois, des familles entières réutilisaient les mêmes peaux génération après génération, comme un héritage familial. Pas une bague, pas un bijou délicat, une peau de mouton râpée par le temps. Imaginez le moment solennel. Tiens, mon enfant, voici la peau qui a tenu chaud à ton arrière-grand-mère. Fais-en bon usage. Et n'oublie pas, ne la secoue pas trop, elle perd des morceaux. Vous vous serrez un peu plus dans votre cocon rêche. Malgré le picotement, malgré cette odeur alliant foin, bête et fumée, vous sentez votre corps céder peu à peu à cette drôle de forme de confort. Ce n'est pas un confort moelleux, c'est un confort obstiné, primal, un confort de survie. Comme si votre esprit disait « Ok, ça gratte, mais au moins on ne gèle pas. On dormira plus tard, après avoir arrêté de claquer des dents. » Vous inspirez profondément. L'air est toujours froid, mais vos joues commencent à tiédir. Vous sentez la laine. Vous entendez le bois craquer dans le brasero. Vous voyez les ombres vaciller. On dirait presque un spectacle hypnotique. Vous pensez un instant à la crème solaire, à la crotte de crocodile que vous aviez affrontée dans une autre aventure historique. Et vous vous dites que, finalement, une couverture parfum ferme pédagogique n'est pas le pire destin. Et dans ce calme grinçant et poilu, vous découvrez quelque chose de précieux. Au Moyen Âge, la chaleur n'était jamais acquise. Elle se gagnait, couche après couche, patience après patience, démangeaison après démangeaison. Et vous, enveloppé dans ces peaux rugueuses, vous réalisez que vous venez de franchir une étape essentielle. Vous n'êtes plus un touriste du froid. Vous êtes un apprenti survivant de la nuit médiévale. Vous êtes bien enveloppé dans vos peaux de mouton, vos chaussettes de feutre uriné et vos vêtements en couches multiples façon oignon. Mais malgré tous ces efforts, une pensée vous obsède. Le lit est encore froid, glacial même, comme si la paille elle-même vous jugeait en frissonnant avec vous. Et c'est là qu'intervient l'ingéniosité paysanne. Chauffer le lit, sans incendier la maison. Un vrai défi. Première solution. La bassinoire. Un objet rond, en cuivre ou en laiton, doté d'un long manche en bois. Vous le remplissez de braise, vous le glissez entre les draps, ou plutôt entre les toiles rêches qui font office de draps, et vous le faites lentement glisser sur toute la surface du lit. Une sorte de serpent chauffant manuel, rustique et légèrement suicidaire. Parce que oui, il y a des risques. On raconte que dans le comté de Kent, une famille entière a dû reconstruire son habitation après qu'un matelas de paille ait pris feu à cause d'un excès de zèle thermique. Mais vous, ce soir, vous êtes prudent. Vous ne mettez que quelques braises bien couvertes de cendres. Vous glissez l'objet avec des gestes mesurés, dignes d'un chirurgien du sommeil. La chaleur se diffuse lentement, et vous vous sentez vivant. Même vos orteils, jusqu'ici déclarés officiellement décédés, reviennent à la vie avec des fourmillements d'espoir. Autre technique, plus rudimentaire, les pierres chauffées au feu. Vous les placez dans l'âtre jusqu'à ce qu'elles soient bien chaudes, pas brûlantes au point de déclencher une éruption volcanique, mais juste assez pour réchauffer vos draps improvisés. Une fois prêtes, vous les emballez dans du tissu, ou mieux encore, dans un sac de lin épais. Et hop, sous la couverture. C'est le coussin chauffant de l'an 1000. Avec un bonus, le risque d'une brûlure en forme de galet si vous êtes trop pressé. Dans certaines vallées alpines, les enfants avaient droit à leur propre pierre chauffante, parfois gravée avec leur prénom ou un petit motif animalier, comme un doudou minéral. Bon, un doudou qui pèse 3 kilos et peut vous écraser un orteil, mais l'intention est là. Vous vous rappelez votre lit moderne, à mémoire de forme, avec couverture chauffante et coussin ergonomique?
Oubliez. Ici, le matelas est en paille. Et la paille, même si elle conserve un peu la chaleur, est aussi accueillante qu'un hérisson dans une taie d'oreiller. Pour améliorer le confort, certains ajoutaient des couvertures de laine très épaisses, souvent remplies de plumes ou de chiffons. Mais attention, pas trop près du feu. Les combustibles dormants, c'est rarement une bonne idée. Vous vous allongez lentement. Le matelas grince, la paille crisse. Une plume vous pique le dos. Ou est-ce une brindille? Difficile à dire. Vous glissez les pierres chaudes à vos pieds et vous vous sentez enfin prêt à dormir, c'est-à-dire si la fumée de la pièce ne vous asphyxie pas avant. Ah, la fumée. Parlons-en. Beaucoup de maisons médiévales ne possédaient pas de véritable cheminée avec conduit. Le feu était fait au centre et la fumée montait, ou restait suspendue, formant un nuage personnel au-dessus de votre tête. On dit que certains paysans dormaient à plat ventre, le visage tourné vers le sol, pour éviter de tousser toute la nuit. Vous essayez. Ce n'est pas si mal, sauf pour le nez écrasé dans la toile rugueuse. Et puis, il y a cette odeur. Un mélange de bois brûlé, de laine humide, de vieilles peaux de bêtes et de soupe aux choux consommés plus tôt. Vous êtes enveloppé dans une sorte de cocon fumant, odorant, tiède par endroits, froid ailleurs, pas exactement un spa, mais vous êtes en vie, et mieux encore, vous vous habituez. Vous commencez à comprendre que dormir au Moyen Âge, c'était un rituel de préparation, comme une cérémonie païenne du sommeil. Chauffer le lit n'était pas juste une commodité, c'était un acte de survie, un appel à la clémence des éléments. Chaque braise déposée, chaque pierre chauffée, chaque couverture ajoutée était une prière silencieuse adressée à l'hiver, et quand enfin vous êtes allongé, les pierres bien calées, la bassinoire refroidie, les couches empilées, vous sentez un étrange sentiment de fierté. Vous l'avez fait. Vous avez battu le froid. Enfin, temporairement, car dans quelques heures, le feu sera éteint, les pierres refroidies, et vous serez de nouveau réveillé par un frisson vicieux. Mais ça, c'est une autre bataille. Ce soir, vous dormez, ou du moins, vous essayez, et pendant que vos paupières se ferment doucement, vous vous demandez, est-ce que demain vous pourriez dormir avec une chèvre pour gagner quelques degrés de plus? Eh bien, justement, c'est ce qu'on verra dans la section suivante. Préparez-vous à partager votre chaleur corporelle de façon très littérale. Vous vous réveillez en sursaut, ou plutôt vous vous retournez lentement dans votre lit de paille, à moitié conscient, avec cette étrange sensation que quelque chose vous respire dessus, littéralement. Une chaleur humide, un souffle rythmé et une odeur franchement identifiable. Chèvre. Ou peut-être vache. Difficile à dire, c'est encore la nuit, et ici, les frontières entre chambre et étable sont très poreuses. Bienvenue dans l'une des techniques les plus efficaces et les plus poilues pour survivre à une nuit glaciale au Moyen Âge, la chaleur animale. Car si le feu est limité, si les braises s'éteignent, si vos peaux grattent plus qu'elles ne réchauffent, il reste la solution la plus vivante. Dormir avec ce qui dégage naturellement de la chaleur. Et non, on ne parle pas de votre coussin chauffant moderne programmable. On parle de bétail. Vous ouvrez un œil. Il fait noir, bien sûr, et pourtant, vous distinguez vaguement les silhouettes entassées dans la pièce. Votre sœur, vos deux frères, votre grand-mère qui ronfle doucement dans un coin, et au fond, contre le mur, un mouton. Enfin votre mouton. Il dort debout. Il est propre, à peu près, et sa seule présence dans la pièce est justifiée par une logique imparable. Il tient chaud. Dans beaucoup de foyers ruraux médiévaux, l'espace était partagé entre humains et animaux domestiques. Non pas par manque de discernement architectural, mais parce que c'était pragmatique. Une vache peut dégager jusqu'à 1000 watts de chaleur corporelle. Un radiateur ambulant. Et vous, qui n'avez pas de chauffage central ni de couette en duvet d'oie luxueux, vous acceptez cette promiscuité sans rechigner. Enfin, presque.
Une anecdote cocasse, rapportée dans des registres agricoles suisses du XVe siècle. Un fermier se serait plaint à son curé que sa chèvre lui marchait dessus dans son sommeil et lui avait arraché une dent. Le curé lui aurait conseillé de prier pour plus de distance ou de porter un bonnet de nuit renforcé. Comme quoi, même les saints hommes connaissaient la réalité thermique de leurs ouailles. Mais revenons à vous. La chaleur dans cette pièce ne vient pas d'un brasier flamboyant, mais d'un enchevêtrement de corps, humain, ovin, bovin, un véritable sandwich thermique interespèce. Et bien que le concept puisse heurter votre sensibilité moderne, vous admettez que ça fonctionne. Vous ne grelottez pas, vos orteils sont à peine gelés, et votre nez, exposé comme un petit perchoir glacial, bénéficie même d'un souffle bovin réchauffant. Vous vous tournez légèrement, évitant de réveiller le cochon couché non loin de vous. Oui, parce qu'il y a aussi le cochon. Il n'est pas encore prévu pour le saloir. En attendant, il tient chaud. Et il ronfle. Pas autant que votre cousin, certes, mais quand même. Vous commencez à noter que le confort, ici, ne vient pas sans une certaine cacophonie nasale. Et parlons un instant du duvet. Pas celui des oies, le vôtre. Parce que dans ce microclimat animalier, vous vous réveillez légèrement humide. Pas de transpiration élégante, non. Une condensation générale. Chaque respiration ajoute un peu d'humidité dans l'air, et au bout de quelques heures, c'est la rosée du matin. Intérieur. Mais vous ne vous plaignez pas. Pas trop. Parce que tout ceci vous permet de survivre. De dormir même. Et dans un monde sans thermostat, sans rideau thermique, ni double vitrage, ce genre de stratégie est plus qu'utile. Il est vital. Les paysans connaissaient parfaitement les positions à adopter pour maximiser la chaleur, les adultes au centre, les enfants contre eux, les animaux en périphérie. Un véritable Tetris thermique où chacun trouvait sa place, bras contre bras, ventre contre dos, pattes contre mollets. Une organisation millimétrée, pas très instagrammable, mais diablement efficace. Et dans cette intimité moite et odorante, une sorte de solidarité émerge. Vous sentez la respiration des autres, vous partagez votre chaleur, vos couvertures, vos râles de sommeil, pas de chambres séparées, pas d'oreiller mémoire de forme, mais une chaleur commune, construite à coups de proximité et d'acceptation du désagrément. Tiens, ça vous rappelle peut-être ces voyages en train bondé où vous finissez collé à un inconnu pendant des heures? Sauf qu'ici, l'inconnu bêle, et vous l'avez probablement nourri plus tôt. Alors vous vous recroquevillez encore un peu, votre bras contre le dos de votre frère, votre jambe contre la cuisse de votre sœur, le flanc de la chèvre contre vos pieds. Vous êtes en plein cœur d'un système de chauffage vivant, mouvant, respirant. Et pour la première fois, vous ne frissonnez plus. Et pendant que vous dérivez lentement vers le sommeil, un détail vous amuse. Dans quelques siècles, on vendra des couettes à 200 € censées imiter la chaleur naturelle du corps humain. Ah, si ces commerçants savaient, vous ouvrez un œil, puis l'autre. Il fait toujours nuit, bien sûr. Il fait toujours froid, évidemment. Mais maintenant que vous êtes réchauffé, collé entre votre sœur, une chèvre et votre frère qui s'agite comme une crêpe en pleine cuisson, vous vous rendez compte que vous avez sous-estimé un facteur crucial du sommeil médiéval, la gestion du positionnement. Parce que dormir à plusieurs, ce n'est pas seulement se coller. C'est une science, une chorégraphie, une négociation nocturne silencieuse et parfois musclée. Vous essayez de bouger discrètement. Erreur. Le cousin, celui aux pieds gelés, vient instinctivement coller ses orteils contre votre mollet. Ils sont si froids qu'ils pourraient légalement être considérés comme des armes blanches. Vous frémissez. Puis vous vous souvenez, vous ne survivrez probablement pas à ça, sauf si vous apprenez, très vite, l'art du placement. Les paysans médiévaux n'étaient pas fous. Ils avaient développé des techniques très précises pour optimiser la chaleur humaine, minimiser les conflits de ronflement et éviter les engelures localisées. Première règle, les pieds vers la source de chaleur, si tant est qu'il y en ait une. Ici, peut-être un petit brasero,
ou simplement la vache qui dort contre le mur. Ensuite, les plus jeunes au centre, bien emmitouflés entre les adultes. Et enfin, les ronfleurs, à distance. Très, très loin, si possible dans une autre maison. Mais bon, faut pas rêver. Vous réalisez que vous avez glissé trop près de la paroi entorchie. Le mur est glacial. Il vous draine la chaleur par simple contact, comme une sangsue thermique. Vous vous rappelez d'un conseil ancestral entendu plus tôt dans la soirée. Toujours garder un pan de couverture entre soi et le mur. Trop tard. Vous êtes désormais le côté givré du burrito familial. Vous tentez de bouger à nouveau. Vous heurtez un genou, un coude, quelque chose de chaud et poilu. Vous soupirez. Dormir à plusieurs, c'est comme jouer à Tetris, sauf que les pièces ronflent et pètent. Dans certaines maisons paysannes, les lits étaient partagés en quinconces, tête bêche, pour que chacun profite à la fois de la chaleur du voisin et de la place pour les jambes. Ça semble ingénieux jusqu'à ce que vous réalisiez qu'avoir la tête à 20 cm des pieds d'un autre n'est pas sans conséquences olfactives. Anecdote rapportée dans un témoignage flamand du 14e siècle, un charpentier aurait fabriqué un lit familial à 3 étages, façon lit superposé, pour maximiser l'espace et la chaleur. Le problème? Le ronfleur du haut, à chaque inspiration, faisait vibrer toute la structure. Résultat, un divorce et une chèvre traumatisée. Comme quoi, même les bonnes idées ont leurs limites. Mais vous, ce soir, vous vous adaptez. Vous cherchez votre position idéale, cet équilibre précaire entre ne pas déranger les autres et ne pas finir avec un mollet congelé. Vous glissez un peu vers le centre. Vous trouvez une poche de chaleur laissée par la vache. Un coin du matelas de paille, légèrement affaissé, mais agréablement tiède. Vous inspirez. Expirez. Une symphonie de souffle s'élève autour de vous, rythmée par quelques toux, des grognements et le frottement des couvertures rêches. Vous vous demandez un instant si le sommeil médiéval ressemblait davantage à un moment de repos ou à une stratégie de survie collective. La réponse? Un peu des deux. Ici, le sommeil est un effort d'équipe. Pas de solitude apaisante. Pas de chacun son lit, sa couette, son podcast ASMR. Non, vous êtes une cellule thermique interconnectée. Et parfois, ça implique de supporter les pieds froids du cousin ou l'haleine aromatisée à l'oignon de grand-mère. Vous repensez à votre lit moderne, celui où vous vous retournez librement, sans heurter de chèvre ni de frère. Et malgré tout, vous sentez un certain réconfort dans cette promiscuité forcée. Une tendresse brute, une chaleur humaine au sens le plus littéral. Petit aparté moderne, vous commencez à comprendre pourquoi, dans certains pays, les matelas sont encore vendus extra firmes. Parce qu'après avoir dormi sur une planche de paille compressée par 6 personnes et 2 animaux, votre définition du confort est désormais souple. Très souple. Et pourtant, dans cette densité corporelle, dans cette compression humaine, pleine de coudes égarés et de genoux mal placés, vous vous endormez vraiment. Parce que finalement, le corps finit toujours par céder, par se dire « Ok, ce n'est pas l'hôtel, mais ça ira pour ce soir ». Et pendant que vous dérivez lentement dans cette chaleur collective, vous vous dites que demain, il faudra creuser un peu, littéralement. Car certains paysans allaient jusqu'à modifier le sol de leur maison pour garder la chaleur plus longtemps. Mais ça, c'est pour la section suivante. Pour l'instant, dormez bien et méfiez-vous des pieds froids. Vous vous étirez doucement, ou du moins, vous essayez. Mais un coude, un sabot et une touffe de cheveux vous empêchent tout mouvement trop ambitieux. Vous avez survécu à la nuit, aux pieds gelés du cousin et au soupir nostalgique de la chèvre. Bravo! Mais le froid n'a pas encore capitulé. Il est toujours là, tapi dans le sol, prêt à remonter par vos talons dès que vous oserez poser le pied par terre. Heureusement, les paysans médiévaux avaient une botte secrète pour ça. Chauffer. Le sol. Oui, vous avez bien lu. Le sol. Cette terre battue,
dur comme de la pierre, était parfois utilisé comme une sorte de radiateur primitif grâce à une astuce aussi simple que géniale, les braises enfouies. L'idée? Vous creusez une petite fosse dans le sol de la chaumière, pas très profonde. Vous y placez des braises encore tièdes, puis vous recouvrez le tout d'une couche de cendre, de terre ou de sable. Le résultat? Une zone de chaleur diffuse qui peut durer plusieurs heures. Une sorte de plancher chauffant, version paysanne. Vous vous glissez doucement hors du lit, le sol glacé, vous mordant les pieds comme un chat vexé. Vous avancez à tâtons, et là, miracle, vous sentez une zone tiède. Pas brûlante, non, mais tiède comme une pierre restée au soleil. Vous y posez les pieds avec une dévotion quasi religieuse. C'est chaud. C'est bon. C'est suspectement agréable pour une pièce sans chauffage. Cette technique remonterait à l'Antiquité et aurait été utilisée, sous d'autres formes, par les Romains avec leurs hypocaustes, ces systèmes de chauffage au sol dans les villas riches. Mais ici, pas de voûte, pas de marbre, pas de bains thermaux, juste un trou dans la terre battue, de la braise et une très bonne mémoire du danger. Car oui, si vous vous trompez de dosage, vous risquez de mettre le feu à la maison. Encore, vous observez le reste de la pièce. D'autres zones sont clairement plus chaudes. Le foyer central, désormais éteint, a été balayé par la grand-mère pour récupérer la cendre chaude, répandue sous le banc où elle s'assoit. Astuce ancestrale. Chauffer l'arrière-train sans avoir à se lever. Qui a besoin de coussins chauffants quand on a de la cendre tiède et de l'ingéniosité rurale? Vous passez la main sur le sol, sentant les variations de température comme un sourcier du confort. Ici tiède, là gelé. Là, oh, une vieille carotte oubliée. Classique. Le sol sert aussi de garde-manger. Vous la prenez à vos dépens. Et puis, sous une paillasse, vous trouvez une caisse en bois contenant de la braise encore fumante. Couverte de sable. C'est le chauffe-pied local. On l'appelait parfois le réchaud du pauvre. On y posait ses bottes pour les assouplir ou ses mains pour les dégeler. Et parfois, on y glissait carrément les pieds, avec prudence, histoire de commencer la journée du bon orteil. Ce système avait aussi ses inconvénients, rongeurs attirés par la chaleur. Et oui, qui dit endroit tiède, dit hôtel 4 étoiles pour mulot. Vous tendez l'oreille, un petit bruit furtif, un grattement discret. Quelqu'un d'autre apprécie le chauffage au sol. Et vous espérez sincèrement que ce n'est pas une famille entière de rats en pyjama. Mais vous ne paniquez pas. Vous êtes un vétéran maintenant. Vous avez dormi dans une pièce pleine de paille, de gens et d'animaux. Vous avez survécu à l'haleine d'un mouton. Vous pouvez très bien partager un peu de chaleur avec une souris. Tant qu'elle ne vous grimpe pas dessus, vous êtes philosophe. Vous vous asseyez au sol, sur cette poche de tiédeur. Et là, pendant un instant, vous fermez les yeux. Vous vous sentez presque bien. Pas chaud, mais pas froid non plus. Vous êtes à l'équilibre entre le sol et le ciel, entre la braise et le givre. Et vous comprenez que dans ce monde sans confort moderne, chaque degré gagné est une victoire. Petit aparté moderne. Imaginez expliquer ce système à un architecte contemporain. Alors voilà, on creuse des trous dans le sol, on y met du feu, et ensuite on s'assoit dessus. Voilà. Et là, vous vous demandez si les normes de sécurité actuelles ne tuent pas un peu la magie. Mais avant que vous ne sombriez dans la rêverie, votre ventre gronde. Il est temps de passer à une autre forme de chaleur, celle qui vient de l'intérieur. Soupe fumante, épices piquantes, lampées d'alcool rustique, tout ce qu'il faut pour réchauffer le cœur et l'estomac. Vous avez survécu à la nuit. Ou du moins, au pire, le sol tiède sous vos fesses, l'odeur persistante de fumée dans les cheveux et la sensation étrange que vos pieds ne sont ni chauds ni froids, juste confus. Et pourtant, un ennemi plus sournois que le givre se glisse en vous. La faim du matin médiéval. Et là, votre seul salut est dans le chaudron. Vous vous levez, un peu raide, un peu crissant,
la paille collée aux vêtements, les cheveux en bataille, façon hérisson mal réveillé. Vous vous dirigez vers l'âtre, où une marmite noire vous attend. Elle ne bouillonne pas encore, mais elle contient un trésor inestimable, la soupe du matin. Un mélange de pois cassés, d'oignons, de choux, de lard, le tout mijoté pendant des heures. C'est chaud, c'est épais, c'est nourrissant. Et c'est votre nouveau meilleur ami. Vous portez la cuillère à votre bouche. La chaleur vous envahit. Et avec elle, une vague de soulagement ancestral. Parce qu'au Moyen Âge, manger chaud, c'était autant un luxe qu'un besoin. Cela réchauffait l'intérieur, donnait de l'énergie et, disons-le franchement, redonnait l'envie de survivre à une autre nuit. On assaisonnait les plats, non pas seulement pour le goût, mais pour leur propriété chauffante. Le poivre, le gingembre, la cannelle, quand on en avait, étaient vus comme des alliés contre le froid. La médecine médiévale reposait en partie sur la théorie des humeurs. Il fallait réchauffer le corps pour équilibrer l'humidité et combattre le flegme. Traduction moderne: une bonne soupe épicée égale potion magique. Et si elle pique un peu la langue, c'est bon signe. Vous fouillez dans la huche en bois. Miracle, un quignon de pain, dur comme la morale d'un moine cistercien. Mais trempé dans la soupe, il devient presque moelleux. C'est votre petit déjeuner de roi. Et pour l'occasion, vous vous servez une lampée d'alcool rustique, distillée localement, probablement par votre oncle ou par un voisin qui se croit apothicaire. C'est fort, ça brûle la gorge, et ça réchauffe sans discussion. Vous entendez votre voisin, celui qui a partagé son fromage à moitié moisi hier, marmonner qu'il va se faire une tisane de sureau et d'ortie. Il jure que ça chauffe les os mieux que tout. Vous le regardez avec un mélange d'admiration et de scepticisme. L'ortie, sérieusement? Mais bon, chacun ses traditions. Il vous tend une tasse. Vous goûtez. Ça pique un peu, ça racle beaucoup, mais au fond, c'est pas si mal. Autre astuce locale, le gruau au beurre rance, servi au petit matin. Pas très appétissant à l'oreille, mais hautement calorique et donc parfait pour affronter le vent. Vous avalez une cuillerée. Le goût est particulier. Un croisement entre le yaourt triste et le fromage rancunier. Mais votre estomac, lui, applaudit. Et là, vous sentez la chaleur revenir. Pas seulement dans votre ventre, dans vos doigts, vos joues. Vous vous redressez, un peu plus alerte. C'est le pouvoir des calories, des liquides chauds, des épices artisanales. Vous redevenez un être fonctionnel. Petit aparté moderne, imaginez une influenceuse bien-être vous vendant une potion médiévale aux pois fermentés, orties et pain sec. Elle l'appellerait Élixir Nordic Soul et le vendrait 32 € la fiole. Comme quoi, tout est question de marketing. Et vous, ce matin, vous buvez ça pour survivre. Gratos. Vous vous approchez du feu pour y ajouter quelques brindilles. Une petite flamme renaît. Vous souriez. Vous êtes prêt à affronter le jour, maintenant que vous avez été chauffé de l'intérieur. Vous avez bravé la nuit, le froid, les ronflements, les cailloux dans le lit, les pieds glacés et la soupe épicée. Vous êtes un survivant de l'hiver médiéval. Et alors que le jour se lève lentement, une dernière pensée vous traverse l'esprit. Ce soir, il faudra remettre tout ça en place. Les pots, les pierres, les soupes, les animaux et surtout votre bonnet de nuit. Parce que dans la dernière étape de cette routine gelée, il ne vous reste qu'une arme, le sommeil bien calé et la prière qu'aucune gelure ne vienne perturber vos rêves. La nuit est revenue. Encore. Et vous voilà de nouveau dans votre uniforme de combat thermique. Chaussettes en feutre, 3 couches de laine, une peau de mouton vaguement tiédie au feu et votre bonnet de nuit, bien serré autour des oreilles. Parce que oui, tout se joue là. Gardez le sommet. Du crâne, du confort, de la dignité. Si vos oreilles gèlent, c'est toute votre âme qui tremble. Et vous n'avez pas besoin de ça ce soir. Autour de vous, les préparatifs vont bon train. On remet la braise dans la bassinoire,
On secoue les paillasses pour faire fuir les hôtes indésirables, on vérifie que la chèvre ne mâchouille pas les chaussettes du petit dernier, et surtout, on salue le ciel d'avoir encore un peu de soupe dans le chaudron pour réchauffer l'intérieur avant de dormir. C'est là que vous sentez la fatigue. La vraie. Celle qui pèse comme un manteau humide. Et pourtant, votre corps a appris à survivre, à trouver du confort là où il n'y en a pas. Dans un mur tiède, dans une pierre bien placée sous la couverture, dans le souffle tiède d'un cochon légèrement enrhumé. Certains paysans récitaient des prières spéciales contre le froid. Pas forcément liturgiques, parfois même inventées sur le moment, comme un chapelet de souhaits chuchotés à la nuit. Que mes doigts ne tombent pas, que mes orteils restent avec moi, que le feu dure plus longtemps que le vent. Vous aussi, ce soir vous pourriez essayer. Vous vous glissez dans le lit, ou plutôt l'entassement organisé qui sert de lit. Tout le monde est à sa place, grand-mère au centre, les enfants autour, les pieds alternés, les couvertures bien calées. Les plus chanceux dorment contre le mur, les autres contre une vache. Tout est une question de stratégie. Vous avez pris position près de la pierre chauffée, tout en vous assurant que personne n'ait envie de vous parler. Vous êtes prêts. Dans certaines régions alpines, les mères cousaient des petits sacs de sel chaud pour les glisser contre le ventre de leurs enfants. Cela les aidait à dormir malgré le froid. Et en bonus, ça éloignait les mauvais esprits, disait-on. Ici, pas de sac de sel. Mais vous avez une poule. Elle est calme, elle est tiède, elle est à vous. Et franchement, c'est déjà énorme. Est-ce qu'un frère qui vous pousse du pied chaque nuit devient plus proche de vous, ou juste plus insupportable? La réponse, probablement, les deux. Mais vous, ce soir, vous ne vous posez plus la question. Vous êtes juste fatigué, et plein, et tiède, et reconnaissant d'être encore là, entier. Petit clin d'œil moderne. Vous imaginez vendre ce concept de sommeil communautaire rustique, comme une retraite bien-être immersive. Dormir dans une chaumière sans électricité, partager une couverture avec une chèvre, se réveiller avec une tisane de cendre, ça cartonnerait à Paris. On l'appellerait dormir comme un paysan. Et les gens paieraient une fortune pour cette expérience que vous, ce soir, vivez par nécessité. Le feu s'éteint doucement. La pièce s'assombrit. Vos paupières deviennent lourdes. Vous tirez votre bonnet de nuit un peu plus bas. C'est votre bouclier de sommeil. Il gratte. Il sent la soupe. Mais il est à vous. Et vous savez que tant qu'il tient, vous tiendrez. Autour de vous, les respirations s'accordent. Un chœur discret de soupirs, de grincements, de souffles synchronisés. La nuit est là, le froid aussi. Mais vous avez tout mis en œuvre. Vous avez tout appris, vous avez tout utilisé, et maintenant vous pouvez enfin vous reposer. Les flammes sont mortes. Les derniers souffles chauds du feu se perdent dans l'obscurité comme des secrets que la nuit s'emporte. Vous êtes là, immobile, le corps paisiblement engourdi par les efforts du jour. Chaque couche de laine, chaque peau rêche, chaque coin de couverture vous enveloppe comme une promesse de calme, de silence, de lenteur. Les ombres dansent encore un peu, portées par la lueur d'un tison. Le vent, dehors, gémit contre les murs, mais il n'entre plus. Vous avez dressé vos défenses, votre chaleur, votre souper, votre bonnet, vos souvenirs de la soupe épicée, tout vous berce doucement vers le sommeil. Vous vous tournez une dernière fois, à peine, pour ne pas déranger la chèvre. Et vous sentez ce moment rare, fragile, précieux. Vous n'avez plus froid. Pas vraiment. Pas autant qu'avant. Et dans ce soulagement diffus, vous sentez aussi la fierté discrète de ceux qui ont toujours survécu au silence de l'hiver. Alors vous laissez vos pensées s'éloigner, comme des flocons dans le vent, et vous laissez la nuit vous envelopper. Doucement, sans peur, parce que vous avez appris à dormir comme un vrai paysan du Moyen Âge.